Clara Herry est ingénieure de recherche au Muséum. Elle a soutenu sa thèse de doctorat en juin 2023. Elle a bientôt fêté 1 an. Elle donc va nous présenter une partie de ses résultats issus de cette recherche. Elle s'intéresse notamment à la problématique de la formation des divers sels organiques de calcium, parmi lesquels les acétates et les formiates, qui provoquent une détérioration irréversible des objets, notamment des fossiles. Et elle va notamment nous parler des conséquences et de l'étude de cas qu'elle a pu faire sur la collection d'Orbigny. Merci Clara. Merci à toi. J'attends peut-être une petite minute ou... Il y avait du monde, Véronique, en haut ou... Okay. On était les dernières parmi nous. Ok, très bien. Donc, pour rester dans le thème des sels de dégradation, je vais vous présenter un cas pratique de dégradation de fossiles microscopiques par des polluants acides en on va dire, concentrant sur le constat d'état de la collection d'Orbigny du Muséum. Donc juste pour recontextualiser, mais ça a déjà été fait, donc les résultats que je vais vous présenter, ils sont issus de ma thèse, où j'ai étudié la dégradation de Bain au CRC, donc le Centre de recherche sur la conservation, en collaboration avec l'Institut Lavoisier de Versailles et également le CRDP, donc le Centre de recherche en paléontologie Paris. Le but, c'était d'étudier la cristallisation des sels de calcium à l'échelle microscopique en milieu muséal pollué par des COV, donc je reviendrai dessus, et d'identifier également les facteurs environnementaux qui expliquent l'état de dégradation avancé de certaines collections du muséum, notamment la collection de foraminifères d'Orbigny. Donc cette collection, elle est particulièrement importante pour les micropaléontologues puisqu'elle fut rassemblée par d'Orbigny, qui est donc lui-même le fondateur de l'étude taxinomique et biostratigraphique des foraminifères, et il fut également le premier titulaire de la chaire de paléontologie du Muséum, qui fut créée en 1853. Et donc cette anecdote, elle est importante puisqu'elle explique comment cette collection de foraminifères, et pourquoi même elle a été rachetée par l'État puis intégrée aux collections du Muséum à une époque où la paléontologie, oui, mais surtout la micropaléontologie n'était pas une discipline très reconnue. À partir de là, elle devint donc la première collection de micropaléontologie à intégrer, donc à être acquise par le Muséum. Et aujourd'hui, elle compte environ 800 montages de foraminifères qui sont montés sur lame, comme vous pouvez le voir juste ici. Là, qui ont été triés par localité et par espèce, qui contiennent bien sûr de nombreux types, mais surtout qui ont été issus, récoltés dans des sédiments qui proviennent du monde entier, puisque d'Orbigny, il se fournissait dans les ports auprès de navigateurs, d'explorateurs et également lors de ses propres voyages, ce qui fait qu'elle est particulièrement, la collection est particulièrement riche et diversifiée dans ses espèces et ses localités. Malheureusement, en 2016, lors de la numérisation des collections de paléontologie du Muséum dans le projet IRECOLNAT, on va s'apercevoir que les foraminifères qui sont dans les tubes sont particulièrement dégradés par des sels. Alors, à l'époque, on se demande un peu, comme vous pouvez le voir, les sels efflorescents peuvent ressembler à de la moisissure. Donc, des tests vont être réalisés par le Centre de recherche sur la conservation et vont diagnostiquer donc, des sels de calcium qui sont caractéristiques de la dégradation de Bain. Cette dégradation, elle est donc due à des acides volatiles organiques, donc les COV, les composés organiques volatiles, qui sont émis dans l'atmosphère par les matériaux de stockage, principalement l'ameublement en bois, le bois étant un matériau très très acide. Et donc, une fois dans l'atmosphère, et particulièrement, notamment dans le cas de la dégradation de Bain, ce sont l'acide acétique et l'acide formique qui vont réagir. Et donc, en effet, ils vont réagir avec le carbonate de calcium, puisqu'il possède une affinité particulière pour ce matériau, et former des sels de calcium. Et donc, ce qui se passe, c'est que le calcium qui a à l'origine composé donc le substrat, le coquillage, le spécimen, va être utilisé pour former les sels de calcium, et le spécimen de base, il va se détruire, il va se désagréger, et il ne restera plus rien. Cette dégradation, elle a été observée pour la première fois en 1899 sur des coquillages du British Museum qui étaient conservés dans des vitrines en chêne par un certain monsieur Bain. Et entre-temps, au XXe siècle, elle va être observée sur d'autres types de supports, tout type de support qui finalement va être composé riche en carbonate de calcium, céramique, poterie, statuaire. Elle va être très étudiée, mais finalement, on va observer absolument aucune mention de spécimens microscopiques.
Ça veut dire qu'à l'aube de la thèse, on ignorait complètement les mécanismes de la dégradation de Bain à cette échelle-là, sur des microspécimens. Et l'autre point intéressant, c'est qu'en général, les spécimens macroscopiques, ils sont directement en contact avec l'atmosphère muséale polluée, du coup, ils sont rangés dans des vitrines, des tiroirs, etc. Dans le cas des foraminifères, en fait, les spécimens, comme vous pouvez le voir, ont évolué dans un milieu fermé, donc les montages, qui sont les tubes de verre qui sont scellés par des bouchons en liège et à l'intérieur desquels on peut retrouver des matériaux cellulosiques, donc en rapport avec le bois émetteur d'acide. On a donc cherché à comprendre comment la dégradation de Bain pouvait se développer sur ces spécimens en fonction des paramètres que j'ai dit précédemment. Et on a identifié 3 axes majeurs qui sont donc le constat d'état de la collection et les analyses physico-chimiques à la fois des sels et des matériaux de stockage, la reconstitution historique de la collection d'Orbigny, on s'est basé dessus puisqu'on pouvait retrouver facilement des témoignages historiques dans les archives, pour en fait comprendre dans quelles conditions les foraminifères avaient évolué et donc avaient pu se dégrader. Et enfin, on est passé par des vieillissements artificiels, on a cherché à reproduire les altérations et également à synthétiser directement les sels de calcium pour les étudier. Dans le cadre de cette présentation, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais me concentrer principalement sur le constat d'état, l'étude des conditions environnementales et quelques exemples de vieillissement artificiel. Donc le constat d'état, alors juste pour préciser, je ne suis pas restauratrice, donc j'ai essayé de faire un constat d'état dans les règles de l'art. Le but c'était de recréer un inventaire individuel des spécimens en notant tout ce qui pouvait finalement avoir un lien avec la dégradation, puisqu'on ne savait pas réellement quels seraient les faciès, les sels qui pouvaient se former. Et ce qu'on peut voir, ce qu'on a vu assez rapidement, c'est qu'on retrouvait finalement les sels blanchâtres et fluorescents caractéristiques de Bain sur les supports qui étaient connus, donc c'est les exemples que vous pouvez voir, les 3 exemples du haut. Mais il y avait d'autres faciès qui apparaissaient, notamment des cristaux qui étaient beaucoup plus transparents, comme ceci, et également des colorations de la surface et surtout des parties qui semblaient presque, alors c'est pas le terme adéquat, mais grignotées, abîmées, et qui finalement semblaient être plus des altérations de la matrice elle-même, une transformation, plutôt que des efflorescences, donc des sels qui se seraient développés à la surface du substrat grâce à la capillarité et donc et au phénomène de dissolution et de recristallisation. Ce qu'on est arrivé au niveau des statistiques à obtenir, c'est que 45% de la collection était endommagée par les sels, donc plus de 1600 spécimens, et surtout que plus de 400 étaient complètement détruits, c'est-à-dire inutiles pour la science aujourd'hui, perdus pour la science. On a essayé de catégoriser ces différentes dégradations, de les classifier pour un spécimen sain en donnant le grade A jusqu'au au grade DE pour des spécimens qui étaient devenus complètement inutilisables, donc détruits. Et entre les deux, on va retrouver des spécimens utilisables mais qui commencent à développer la dégradation sous forme de petits sels éparpillés, et également des spécimens un peu plus dégradés, donc c'est les grades C qui, eux, vont présenter plus de dégradation, mais être encore lisibles et donc encore utilisables. Ici, vous pouvez voir une représentation de ces différents grades en fonction de la provenance des spécimens, donc les localités qui étaient notées au niveau des montages. Ce qu'on peut voir assez facilement, c'est que les grades les plus importants de la dégradation, donc D et E, eh bien, ils sont représentés au niveau des localités qui correspondent à des foraminifères prélevés dans des environnements marins. Ça, c'est une observation qui avait aussi été faite à l'échelle des spécimens macroscopiques sur des coquillages. En fait, dans les années 85, ils se sont aperçus que les coquillages qui provenaient notamment de sédiments marins étaient plus intensément dégradés que les autres coquillages qu'ils pouvaient avoir étudiés. Donc nous, on a fait quelques statistiques et on a essayé de distinguer les foraminifères qui avaient été prélevés dans des sédiments de sites marins, donc les sables vivants d'Orbigny, et ceux qui avaient été prélevés dans des sables équivalents à des sables fossiles. Et donc les statistiques ont montré qu'en effet, ce n'est pas la proportion qui va être influencée, on va retrouver autant de spécimens dégradés dans les deux cas, mais par contre l'intensité est beaucoup plus importante au niveau des foraminifères qui ont été prélevés dans les sédiments de type marin. Donc 34% de grade DE contre 13% chez les autres spécimens.
Une des raisons possibles, ce serait peut-être la présence de sels marins, comme le chlorure de sodium qu'on a vu tout à l'heure, qui pourrait, grâce à son hygroscopicité et ce qu'on a discuté dans les précédentes présentations, imposer un environnement humide et donc faciliter la dégradation au cours du temps. On a également essayé de regarder si d'autres paramètres intrinsèques au spécimen pouvaient avoir une influence sur la dégradation. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au niveau de la composition, on a distingué les deux biominéralisations principales de la collection, qui sont les foraminifères à test hyalin et les foraminifères à test porcelané. Et donc, encore une fois, ce n'est pas la quantité qui va être influencée par ces deux types de coquilles, de tests, ni non plus l'intensité. Cette fois, c'est la morphologie des sels qui sont formés. Et on s'est aperçu en effet que les foraminifères à test porcelané présentaient beaucoup plus de sels efflorescents, donc 87% contre 63% chez les hyalins. Et donc là encore, une raison de cette sensibilité peut-être plus importante des tests porcelanés, c'est la présence de magnésium. Je l'ai noté juste en haut. Hop, juste ici. Dans la composition, le magnésium, c'est un inhibiteur de la cristallisation de la calcite. Et donc, à partir de là, ça aurait pu simplement mener à une calcite un peu plus fragile face aux acides et qui résisterait moins dans le temps. Alors, on a vu qu'il y avait des paramètres intrinsèques au spécimen qui pouvaient influencer la dégradation. On a également des paramètres extérieurs qui sont très importants, et je pense que vous l'avez compris jusqu'ici, c'est la température et l'humidité relative. Et donc, un avantage qu'on a eu par rapport à la collection d'Orbigny, qui est peut-être un désavantage, je vous laisse juger, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau de la galerie de paléontologie, et donc où les spécimens ont évolué finalement pendant les 100 dernières années, voire plus. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications, donc les relevés de température actuels peuvent nous donner une idée de l'environnement dans lequel les spécimens ont évolué pendant toute cette période. Ici, vous pouvez donc avoir un aperçu de la température et de l'humidité relative dans la galerie entre avril 2022 et avril 2023. Et ce que vous pouvez voir donc en pointillé rouge et en pointillé bleu, ce sont les recommandations pour une bonne conservation des spécimens paléontologiques, donc en se concentrant sur les matériaux calcaires, vu que ce sont pour les foraminifères. Donc on voit en effet qu'au niveau de la galerie, on n'est pas vraiment au niveau de l'intervalle de recommandation. Mais le plus important à noter aussi, c'est qu'on a des amplitudes qui sont très importantes. Qui dit amplitude de température, dit variation de l'humidité relative, notamment pour les tubes. Je rappelle qu'on est dans un milieu fermé. Donc finalement, dans le cas des foraminifères, ce n'est pas tant l'humidité relative extérieure qui va jouer, c'est vraiment la température aussi qui va faire donc, imposer ces variations. Donc on observe des variations importantes, des maxima importantes. On est presque en été à 40 degrés dans la galerie. Il y a des études qui ont montré qu'au niveau de l'émission des COV par des matériaux de stockage de type bois, cellulose, etc., le fait de passer de 20 degrés à 40 degrés multipliait entre 7 fois et 11 fois l'émission des COV. Donc je vous laisse imaginer en été la galerie de paléontologie qui est remplie de meubles en bois, ce que ça peut donner. On a essayé également de caractériser le pouvoir polluant des matériaux de stockage qui étaient donc à l'intérieur des montages des foraminifères. Morceaux de coton qui ne sont pas forcément très visibles, mais qui se situent juste en dessous, pour surélever en fait la lame de verre et le papier bleu. Les fameux papiers bleus qui sont colorés au bleu de Prusse, et des bouchons en liège qui referment le tout. Ces matériaux cellulosiques, juste pour l'anecdote, ils n'ont pas été introduits par d'Orbigny, mais quelques années après, dans les années 1880, par le micropaléontologue Ulrich Terquem. Terquem, il va vouloir, tout en son honneur, mettre en valeur les foraminifères qui n'étaient pas du tout montés de cette façon-là. Et malheureusement, il va introduire ces matériaux qui ne sont pas compatibles avec le carbonate de calcium des spécimens. Il faut attendre les années 1930 pour qu'on fasse un lien entre COV et cellulose. Donc à l'époque, ils ne pouvaient pas savoir. On a utilisé pour caractériser ce pouvoir polluant, cette émission de COV, des bandelettes colorées sensibles au COV qui sont des bandelettes adestries, et donc qui changent de couleur en fonction de l'émission de la quantité d'acide qu'ils vont recevoir, donc qui passent du bleu au jaune. Ici, on a essayé de quantifier pour une durée d'exposition équivalente pour chaque matériau le changement de couleur, donc c'est ce que vous voyez dans le tableau. Et donc on arrive à la conclusion que les matériaux les plus polluants sont le coton et le papier bleu. Ce qui est intéressant, c'est que cette expérience elle a été confirmée par une expédition, mais une visite qu'on a rendue dans les collections du Muséum de La Rochelle, qui possède également une collection de foraminifères rassemblés par d'Orbigny.
qui est donc équivalent d'un point de vue, on va dire, âge, période, etc., mais également au niveau du conditionnement. Il se trouve que les foraminifères, ils sont conservés dans ce muséum dans des tubes de verre, comme vous pouvez le voir, fermés par des bouchons en liège, et à l'intérieur, on va repérer un petit papier blanc, mais cette fois, pas de papier bleu et ni de coton. Et le constat d'état qu'on a réalisé là-bas nous a permis de conclure qu'il n'y avait pas de présence de sel sur les spécimens, ce qui signifie en effet que pour Paris, le coton et le papier bleu ont pu avoir une influence déterminante sur la formation des sels et donc de la dégradation de Bain. On a observé un autre point, enfin non, pas un point commun, justement une différence entre les deux collections, c'est l'état des tubes de verre. Il faut savoir que le verre est également sensible aux acides. Et au niveau de la surface intérieure des tubes, qui est en contact avec la même atmosphère que les foraminifères, eh bien, on a observé des dégradations. La différence, c'est qu'au niveau de Paris, ces dégradations étaient sous forme liquide, alors qu'au niveau de La Rochelle, elles étaient sous forme de traces sèches. Ce produit de dégradation du verre, il est connu, c'est du formiate de sodium, il se forme en présence d'acide formique, et donc il a un point de déliquescence qui se situe au niveau de 52-51%. Ça signifie que l'humidité relative dans les tubes de Paris était plus élevée que ces valeurs, et pas au niveau de La Rochelle. Et donc, cette atmosphère humide, on a une théorie d'où elle pourrait provenir pour Paris. C'est la crue historique de la Seine de 1910. Donc au muséum, on est déjà assez au courant que cette crue, cette catastrophe naturelle, a eu un énorme impact au niveau des collections de paléontologie. Donc j'ai pas assez le temps de faire défiler des photos, etc. Mais on a fait une recherche historique là-dessus pour essayer d'avoir des preuves que la collection de foraminifères a été impactée. Donc on a trouvé des choses. Et surtout, et c'est ce que je vous montrerai simplement ici, on a aussi des preuves que ce ne sont pas que les tubes qui ont été impactés par cette eau, par cette crue, ce sont aussi les bouteilles de sédiments où ont été prélevés les foraminifères. Et on le voit au niveau notamment des étiquettes qui marquent encore les traces de l'humidité. Donc pour en arriver au vieillissement artificiel, ce que je viens de vous présenter, ça nous a permis de connaître finalement notre matériau, notre support, et de déterminer que les foraminifères, ils ont évolué dans un milieu fermé qui était riche en polluants, en matériaux acides, également qui avait évolué dans une atmosphère qui était absolument instable en température et très riche en humidité. Et en fait, le cumul de tous ces facteurs, eh bien, c'est un effet synergique qui a permis de développer les sels. Les vieillissements artificiels, le principe, c'est donc d'utiliser ces paramètres et de les reproduire artificiellement sur des spécimens qui sont sains, non historiques, bien entendu, sinon j'aurais eu des problèmes, et de donc ajouter de l'acide, faire varier la durée d'exposition, la température et l'humidité, de façon à reproduire en accéléré ces dégradations. On a choisi je ne vais pas passer trop de temps dessus, on avait choisi des foraminifères qui étaient représentatifs de ceux qu'on avait dans les collections, donc en essayant de faire varier marin, etc., continental, galin, porcelané, et de passer de température et d'humidité relative entre, je crois qu'on a fait varier c'était 50 degrés, 30% d'humidité, et le plus haut, ça devait être 30 degrés et 80% d'humidité. Et donc on a fait varier pendant une certaine durée. Ici, je vous présente les résultats pour 8 jours d'exposition à un mélange acide acétique, acide formique. Ce qu'on peut voir, donc, c'est les foraminifères avant et après l'exposition. Et on a bien réussi à recréer des faciès de dégradation qui sont semblables à ce qu'on a sur les collections, comme vous pouvez le voir. On a des sels qui sont efflorescents, juste ici et un peu autour des autres. C'est flou. Et on a également une structure qui a changé. On est beaucoup moins brillant au niveau de celui-ci par rapport à avant. On a les acides ont lissé la surface, finalement. Et en haut, on a aussi un changement de morphologie par rapport aux foraminifères avant exposition. On a essayé de voir ce qui se passait quand on exposait un peu plus longtemps, parce qu'on sait finalement que ça marche dans les conditions qu'on a imposées. Pardon. Et quand on expose un peu plus longtemps, donc là on n'est plus à 8 jours, on est sur 28 jours, eh bien on s'aperçoit qu'en effet la matrice calcaire elle finit par être complètement consommée, ça on s'y attendait, mais surtout les sels de dégradation ont complètement changé. On n'est plus sur des sels efflorescents, on est sur des sels qui sont transparents, des amas cristallisés, et surtout ce qui est intéressant c'est cette forme un peu arrondie que vous pouvez voir, que nous on a qualifiée d'auréole. Et en fait, cette auréole, elle traduit une propriété très importante des sels que vous avez entendu tout à l'heure, c'est leur hygroscopicité.
Leur hygroscopicité, c'est donc leur capacité à absorber ou absorber l'eau de l'atmosphère et donc à imposer une humidité. Et en fait, à mesure que les sels ont été formés autour des foraminifères et que l'humidité relative était assez importante pour qu'ils puissent la capter, eh bien, on a formé des gouttes. Juste ici que vous pouvez voir. Alors ici, c'est l'évaporation de la goutte. Elle m'a pris 22 minutes à s'évaporer une fois qu'on a ouvert le tube de vieillissement et qu'on a laissé l'atmosphère beaucoup plus sèche. Et donc cette goutte, en fait, elle finit par recouvrir entièrement le spécimen. Et ça, c'est assez problématique parce que ça va faciliter la dissolution du carbonate de calcium, qui était donc le spécimen, et ça va également modifier le processus de cristallisation, parce que je le rappelle, les sels efflorescents qu'on a vus dans la présentation précédente, qu'on a pu voir sur les foraminifères, c'est des sels qui sont finalement créés par un transfert de la solution saline dans le milieu poreux, etc., et par capillarité qui vont se former et qui donc, vont être très pulvérulentes, très blanchâtres. Vu qu'ici, finalement, à force, on n'a plus de support, on a tout consommé et qu'on est dans un milieu aqueux, on est sous une goutte d'eau, eh bien, on va plutôt former des amas cristallisés qui ressemblent finalement aux cristaux qu'on va retrouver en minéralogie avec des faces, etc. Eh bien ça explique pourquoi dans la collection de foraminifères, on avait à la fois, vous vous rappelez au début, les faciès qui ressemblaient à ce qu'on voit sur le macroscopique, et également des faciès beaucoup plus, des amas transparents, parce que finalement, en fonction de ce qui a été imposé sur les tubes, eh bien, on a créé des sels efflorescents et des sels plus transparents. Je le mentionne ici, mais tous les tubes de la collection d'Orbigny n'ont pas eu exactement la même conservation. Il y en a qui ont été utilisés, mis dans les bureaux, d'autres qui sont restés dans la galerie. Donc finalement, on a un peu rassemblé tout ça pour dire, bon, c'est normal de ne pas avoir partout la même chose. Et encore une fois, sur le macroscopique, pourquoi on n'observe que des sels qui sont efflorescents ? Eh bien parce que même s'il y a condensation de l'eau, elle ne sera jamais assez importante, cette fameuse goutte, pour recouvrir entièrement un spécimen macroscopique. Donc à partir de là, les seuls sels qui peuvent se former, ce sont des sels qui sont efflorescents. Ah oui, alors, j'ai raté mon effet. On recommence. Efflorescent. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une modification de la morphologie des sels, mais également une modification de la nature chimique. Et c'est vrai que je ne l'ai pas trop abordé ici. Véronique l'a bien présenté, on a des familles de sels. Et dans le cas des sels de calcium, on a les formiates, les acétates, tu l'as bien présenté. Et chaque formiate, chaque acétate va avoir des versions hydratées, etc. Et c'est vrai qu'une problématique de la thèse que je n'ai pas du tout expliquée ici, c'est qu'on avait des sels présents au niveau des spécimens microscopiques qu'on ne voit absolument pas sur le macroscopique. Et inversement, les sels qu'on voit d'habitude et qui sont référencés dans la littérature, ils ne sont pas présents, nous, sur les microspécimens. Et donc, là où je voulais faire l'effet, c'était pour dire, je n'aborde pas ça ici, je le garde pour de prochaines conférences, peut-être à Grenoble, peut-être pas, mais to be continued. C'est pas vraiment la fin. Juste pour ceux qui se posaient la question, oui, c'est pas vraiment fini. On a retrouvé les fameuses traces de gouttes au niveau des collections historiques, sauf qu'en fait, on s'est aperçu elles étaient visibles et beaucoup plus éloignées par rapport aux spécimens. Hein. Donc là, vous avez une photo Recolnat de la numérisation qui se trouve au centre, et la goutte, elle est beaucoup plus grande. Donc nous, on ne pouvait pas la voir en étudiant les photos numérisées, par exemple. Et l'autre point aussi, c'est que pour Recolnat, certaines photos ont été détourées, et c'est le cas du spécimen juste ici. Ce fait qu'on a perdu l'information qui était autour. Juste là, on peut imaginer des petits sels et se dire potentiellement il y a une goutte. À gauche, on a perdu l'information. Et je crois que les photos originales ont été supprimées. Donc voilà, il faut les re-regarder un par un. Donc si des gens sont motivés, Voilà. Et juste pour terminer, mais vous l'avez déjà entendu, c'était que retenir de tout ça, que ce sont des dégradations qui sont irréversibles, qu'il faut limiter la propagation en supprimant tout ce qui est source de pollution, éviter les matériaux cellulosiques, aérer les tubes et les tiroirs, limiter les variations environnementales et surtout surveiller de près les petites collections et les collections qui ont été dégagées avec des acides aussi, vu que c'est un apport supplémentaire en plus de la pollution extérieure. Et là, c'est terminé. Merci pour cette présentation, je me permets, très jolie, très visuelle et hyper facile à suivre. Donc merci beaucoup. Enfin, moi, j'avais dit formiate, acétate, je me dis, oula mon Dieu, mais... Non, c'était très bien. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bonjour, ici un ancien technicien Recolnat du MNHN. Je confirme, les originales ont été supprimées pour des problèmes d'abord de place. Quand on a 70 photos pour faire une seule vue, évidemment, ça monte vite, à la fois
en place, en nombre de disques durs et en espace dans les bureaux des chercheurs également, à qui on les confie ensuite. La deuxième chose, c'est au sujet de cette maladie de Bein, je me demandais si le volume, le poids et surtout le rapport surface-volume du spécimen jouaient dedans. J'ai des spécimens qui sont atteints par la maladie de Bein au Muséum d'Orléans, et ce sont notamment des mollusques d'eau douce qui ont une coquille extrêmement fine, mais du coup qui sont plutôt, qui font quelques centimètres avec une coquille extrêmement fine. Je me demandais si ça jouait dans le fait qu'ils soient préférentiellement attaqués par rapport à d'autres, ou si c'est effectivement une question historique ou autre. J'ai envie de dire, faudrait voir les spécimens. On entend Ok. Faudrait voir les spécimens, mais plus la coquille va être fine, finalement, plus on risque de dégrader facilement dans tous les cas. Après, il faut voir s'il y a une raison que dans l'environnement où ils sont, il y a une dégradation qui se produise. Mais oui, si à côté, il y a des spécimens qui sont plus épais, ils risquent d'être dégradés plus facilement. Ça, c'est possible. Pauline ? Et du coup, qu'avez-vous fait avec vos objets, avec les étiquettes, le papier bleu, le coton? Est-ce que vous êtes en campagne de conservation préventive sur l'ensemble de la collection d'Orbigny? Alors, c'est une très très bonne question. Commence à répondre. Ouais, tu pourras peut-être compléter ça. Il y a tout un aspect historique de la collection, pardon. Ah voilà, il y avait un petit problème de micro. Il y a tout un aspect historique de la collection qui fait que les matériaux finalement sont aussi part de la collection. Enfin, le montage finalement fait partie de la collection. Si on enlève les foraminifères des tubes, c'est plus vraiment les tubes de d'Orbigny, même s'ils n'ont pas été faits par lui. Mais donc il y avait plutôt une question d'aérer, d'éviter finalement d'avoir les tubes qui étaient fermés. Et donc ça, c'est un travail qui avait été fait même avant que j'arrive, de commencer à retirer, je regarde Alakira arriver, de retirer les bouchons en liège pour faciliter finalement la sortie des acides. Hein. Le but, c'était pas de continuer à faire perdurer la dégradation. Il y a également comment on pourrait appeler ça, des petites boîtes en plastique qui ont été utilisées. Et puis surtout, une surveillance accrue. On ne peut pas retourner en arrière, on l'a dit, les spécimens dégradés sont dégradés. Il était question peut-être de remplacer ceux qui avaient été vraiment où il n'y a plus rien, d'aller chercher dans les sédiments d'Orbigny, c'est l'avantage, on a les sédiments originaux. Donc voilà, c'est une sorte de conservation préventive, même si c'est plus du préventif maintenant, mais c'est ce qu'on peut faire, quoi. Et je termine juste la suite de la réflexion. Avec Anna-Chiara, on a un peu tourné autour de ce pot-là pendant un petit moment, on est encore en train de tourner. C'est de savoir, est-ce qu'il faut reconditionner ? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut reconditionner? Parce que déjà, il est hors de question, de façon absolue, d'essayer de démonter les spécimens qui, intrinsèquement, sont déjà très fragiles, qui en plus sont fragilisés par l'altération. Donc ça, c'est impossible. Alors, est-ce qu'on les retire des tubes? Oui, non, oui, mais comment? Donc avec Anna-Chiara, on est en train de réfléchir, il faut qu'on le lance d'ailleurs, à monter un petit groupe de réflexion en sollicitant les micropaléontologues qui sont autour de nous et en les invitant à se mettre autour d'une table, chacun avec une expérience un peu différente. Voilà, on a ce problème, on doit voir au-delà de nous, bien au-delà de nous, et essayer de prendre une action qui ne soit pas pire que le problème. Et voilà, si on peut envisager un reconditionnement, on sollicite votre expertise de micropaléontologue. À quoi est-ce qu'on pourrait penser en connaissant ces spécimens? Quelque chose de simple. C'est quelque chose qu'on envisage. Voilà, c'est la seule action physique qu'on pourrait réellement envisager d'avoir sur ces spécimens. Excusez-moi, moi j'ai peut-être juste une petite question complémentaire un peu, impertinente, mais et la perspective que ce montage qui date du 19e puisse avoir un intérêt historique, ça c'est pris en compte dans votre arbre de décision? On les a tous conservés. Quoi qu'il arrive, on a tout conservé. Donc même quand on retirait les papiers bleus, les cotons, etc., on a tout conservé. Donc, le foraminifère dans son tube avec son papier et son coton, c'est encore un peu autre chose que d'avoir les cotons, les papiers, les tubes à côté. Oui, mais là, je pense que c'est aussi toute une réflexion qu'on doit avoir avec des collègues, de savoir justement
où pose-t-on la limite? Pourquoi est-on là? Est-ce qu'on est là pour conserver l'histoire du montage ou est-ce qu'on est là pour conserver le spécimen en lui-même? Je pense qu'il y aura sans doute autant de positions, de points de vue que de participants à la discussion. Anne, et puis, attendez, Anna Chiara, et puis après je vous... No, e poi peut-être il fondamental aussi, c'est il climat, le contrôle du climat. Maintenant qu'on sait, on ne peut plus être comme avant. Il faut absolument contrôler l'humidité des non-locaux et ça, c'est fondamental pour maintenir, on ne peut pas soigner, mais on peut maintenir la collection qui est encore là, les spécimens qui sont encore visibles. Quindi il faut vraiment veiller al maintien de l'humidité. Là, on a bien compris, et heureusement qu'il y a justement Maria Béatrice, Ativé, Alisson, et qui sont en train de raisonner sur comment faire. On s'était demandé si l'achat d'armoires avec contrôle température humidité était pertinent. On s'est demandé aussi si c'est trop mettre ces matériaux dans un lieu qui ne transpire pas, trop hermétique, ça peut aussi poser des problèmes. Et c'est clair qu'il faut vraiment, maintenant qu'on sait, il faut bien réfléchir à comment maintenir le matériel et à niveau climatique aussi. Ouais. Juste super court, de toute façon, cette réflexion, elle porte sur l'ensemble des collections d'histoire naturelle pour moi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est face à des collections scientifiques qui rentrent dans un processus de recherche, ou est-ce qu'on conserve des collections patrimoniales et on détache le fait scientifique? Enfin, je veux dire, ça ne touche pas que les collections de foraminifères de D'Orbigny, les collections d'insectes, les herbiers. Cette question se pose sur beaucoup de collections. Merci Clara. Je suis désolée, mais vous pouvez toujours la traduire. Il y aura la table ronde, oui. Merci beaucoup. Je vais inviter Manon. Et juste avant de terminer, j'ai cherché souvent pendant ma thèse des manuels complets sur la conservation, comment, voilà, quelle température, pour quel type de matériaux, etc. Le Museum Handbook du NPS Washington est très complet. C'est en anglais, mais c'est très disponible, donc n'hésitez pas à le consulter si vous avez des questions. Voilà. Alors on te prépare Manon parce que plus l'après-midi passe, plus les questions surgissent, donc tu risques d'être assaillie de questions. Donc Manon Legris est conservatrice restauratrice spécialisée en naturalia. Elle a une double compétence avec un CAP en taxidermie et un diplôme du master professionnel de conservation et de restauration des biens culturels. Une des spécificités, moi je ne parle plus français, c'est d'avoir aussi allié avec de nombreuses expériences, notamment au sein de différents muséums. Et on avait eu le plaisir déjà de l'entendre lors de cette première journée, ce cycle d'initiation sur du patrimoine scientifique, technique et naturel lors de la journée Poils, plumes, écailles. Et je vois qu'elle va continuer en nous présentant l'étude de cas d'analyse des besoins effectués pour le musée zoologique de Strasbourg. Merci. Bonjour tout le monde. Donc on va quitter le monde magique du sel pour rentrer dans le monde merveilleux de l'administration. On va s'éclater. Donc effectivement, on est dans des milieux où on est souvent peu d'experts à l'échelle nationale et tellement spécialistes dans nos domaines qu'on ne peut pas connaître tous les aspects, notamment par exemple d'un chantier de collection. Et donc je viens vous parler aujourd'hui des assistances à maîtrise d'ouvrage qui peuvent nous aider dans ces démarches, et c'est le cas au musée zoologique de Strasbourg. Donc pour vous situer juste un tout petit peu, je viens vous parler un peu au nom de mes collègues, parce que moi je suis arrivée en cours de chantier, je suis arrivée en début 2022, et donc il y avait certaines AMO qui avaient déjà été contractées, et donc il y a eu tout un travail en amont qui a été fait par mes collègues, donc je ne viens un peu qu'en représentante aujourd'hui. Et donc je vais vous présenter le plan, je vais vous parler du contexte du chantier des collections du musée zoologique de Strasbourg, comment préparer un projet, donc un peu le schéma, on va dire, idéal,
et comment nous, on a pu le mettre en application au musée zoologique. Donc, le contexte, donc, le musée zoologique de Strasbourg, dont le conservateur est Samuel Cordier, est en rénovation, donc, le bâtiment lui-même depuis 2021, si je ne dis pas de bêtises. C'est un projet qui est un partenariat entre les musées de la ville de Strasbourg avec le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg. La maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet Frix pour l'architecture et au cabinet Dux Scéno pour le projet scénographique. Donc on a, je vais vous mettre quelques dates. Le musée a fermé ses portes en septembre 2019 avec un déménagement des collections du musée, donc des réserves du musée et de la Scéno vers le pôle d'études de conservation, donc qui sont des réserves externalisées et mutualisées à Strasbourg. Donc ça a eu courant mai-octobre 2021. Le chantier du bâtiment lui-même a commencé en automne 2021. Et n'apparaît pas ici. Nous, on a contracté une AMO pour le chantier des collections en printemps 2022, donc peu après mon arrivée. Les restaurations des spécimens, donc, comme vous pouvez le voir, hop, est-ce qu'on voit avec la souris? Non, on ne voit pas avec la souris. C'est celui-ci? Sur le côté, je crois. Non. Celui-ci. Donc sur les 1,2 million de spécimens conservés, il y en a 1700 qui vont être présentés dans le futur musée et donc restaurés. Ces restaurations ont commencé pour moi en mars 2023 et par les prestataires en septembre 2023 pour une ouverture prévue début 2025. Donc après près de 6 ans de fermeture. Donc un gros chantier, des centaines de personnes impliquées bien évidemment. Ce seront 2000 m² d'exposition, 800 m² d'espace annexe pour le public et 1800 m² de lieux de travail pour les équipes du musée zoologique, de l'université et les étudiants. Donc, comme je vous ai précédemment dit, étant arrivé en cours de route, mes collègues m'ont transmis certaines informations, et notamment le fait qu'ils se sont beaucoup basés, entre autres documents, sur l'APC, RFE, AGCCPF, PACA, qui est en soi un manuel extrêmement pratique sur les actualités des pratiques de la conservation-restauration en France et en Europe, et celui-ci, en l'occurrence, par l'Association générale des conservateurs des collections publiques de France. Il y a un texte à l'intérieur de Thierry Martel sur les missions d'expertise, études préalables, procédures idéales, qui résume un petit peu tout le processus pour travailler avec une AMO. Et donc, ils se sont basés beaucoup là-dessus pour entreprendre ces démarches-là. Donc, au musée zoologique, on va parler de plusieurs AMO. En effet, il y a eu une demande d'accompagnement et d'expertise, parce qu'on peut, comme je vous l'ai dit précédemment, on ne peut pas tout savoir lorsqu'il s'agit de chantiers, de marchés publics notamment. J'ai découvert cette joie, c'est complexe, c'est très complexe. Et donc la ville a recruté une AMO donc pour le chantier des collections, une pour le multimédia et une pour le mobilier des futures réserves. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur celle du chantier des collections parce que c'est celle que je pilote. Les autres dossiers, je les connais beaucoup moins. Mais si vous avez des questions à la fin, peut-être je pourrais y répondre. Sinon, je demanderai à mes collègues et je vous enverrai les réponses. Donc dans le cas de l'AMO du chantier des collections, en effet, il y avait une ressource interne, c'est-à-dire moi, mais on a un temps infiniment court pour faire énormément de choses, et donc il a fallu trouver des ressources externes pour pouvoir m'épauler dans tout ce travail-là, parce qu'il y avait, vous imaginez, moins de 2 ans pour faire les constats d'état, les préconisations, les restaurations, les rapports, en plus de tout le reste, 1700 objets. Donc, le scénario parfait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord identifier les acteurs et leurs compétences. Donc, bien évidemment, chez nous, le conservateur et son adjoint, la responsable des collections, qui a un rôle indispensable, la restauratrice, le régisseur des musées, qui est à Strasbourg, a des services transversaux de régie des musées, donc il y a un régisseur général, un responsable au service économique et une responsable aux cellules des marchés publics. En effet, ces chantiers-là sont beaucoup de dossiers à gérer en même temps, et donc il faut se répartir le travail dans un souci d'organisation, mais également de communication. C'est-à-dire que quelle que soit la question que qui que ce soit va me poser, si je n'ai pas la réponse, je sais
à qui je dois m'adresser pour l'avoir. Et c'est hyper important pour gagner du temps, de la facilité et diminuer le niveau de stress, parce qu'on a tous 150 000 dossiers en cours. Et donc, du coup, c'est bien établir ces acteurs-là permet de tout de suite renvoyer vers la bonne personne, vers le bon interlocuteur. Ensuite, il y a l'analyse des besoins. Donc, en général, l'objectif général est défini par le maître d'ouvrage et ou le conservateur. Donc, bien évidemment, dans notre cas, c'est la restauration des collections en vue de la réouverture. Le bilan sanitaire qui est fait par un restaurateur, une restauratrice ou un groupement, qui va définir le cahier des charges, les estimations financières des restaurations et les plannings prévisionnels, les propositions de traitement également. Et enfin, de manière collective, il y a les estimations financières du projet dans sa globalité et sa faisabilité scientifique et économique. Donc, en termes de programme, il faut savoir que c'est beaucoup de réunions parce qu'il faut préciser les besoins, définir leur faisabilité et établir des calendriers précis pour chaque phase. Donc, on va avoir en premier lieu le montage du dossier. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on restaure? Comment? Pourquoi? Par qui? On a l'approbation de l'institution et de la commission scientifique régionale, l'allocation des financements, les relectures des dossiers qu'on vient d'écrire pour pouvoir, au besoin, les adapter au fonctionnement d'une procédure des marchés publics, parce que des fois, nous, on a nos idées, puis il y a la réalité des marchés publics qui nous dit « bah oui, mais là, on ne va pas pouvoir faire comme ça », donc il faut relire le document pour l'adapter. Définir les délais de réalisation, bien évidemment, et enfin, la réception des travaux et la valorisation. Toutes ces étapes sont importantes car souvent, les problèmes sont dus à un manque de précision lors de la publication du marché et de choses qu'on n'aurait pas anticipées. Donc à la rédaction, il faut essayer de baliser, d'anticiper, de penser à tout ce qui pourrait mal tourner concrètement. On devient un peu pessimiste, mais on s'en sort. Et il faut prévoir des réunions pour les bilans étapes et les réajustements éventuels, chose pareil que naïvement, on pourrait se dire c'est bon, ça va dérouler. Non, il faut prévoir des réunions et des bilans étapes parce qu'il y a toujours des choses à ajuster, constamment même. Et donc ensuite, on arrive à la phase de réalisation du projet. Donc, présenter le projet et son cahier des charges techniques à la commission scientifique régionale. Puis la publication, donc soit par appel à candidature, donc la maîtrise d'ouvrage peut avoir présélectionné les prestataires, ou nous, c'est ce qu'on a fait par appel d'offres direct, donc c'est une publication au BOMP, le bulletin officiel des annonces des marchés publics, ou à la FFCR, par exemple, la Fédération française de conservation-restauration. Et ensuite, on va recueillir les candidatures, les analyser selon des critères préétablis. Donc, par exemple, pour l'AMO chantier des collections, vous avez ici les critères qui nous ont permis de noter les réponses qu'on a pu avoir. Donc, c'est des valeurs que nous avons décidé d'établir ainsi. Donc, 60% de la note vaut pour le prix, 40% par la valeur technique. Donc les moyens humains, démarche envisagée, c'est-à-dire en détaillant précisément les différentes étapes, les méthodes, les outils déployés, et les plannings prévisionnels en détaillant le nombre de jours d'intervention pour chaque élément de mission. Il est généralement préconisé de laisser aux prestataires la possibilité de répondre avec des variantes, pour notamment un apport de compléments techniques. Cependant, le Code des marchés publics ne le permet pas toujours. Nous, je sais que pour l'AMO, c'était tout à fait possible. Par contre, quand il s'agit des marchés de restauration eux-mêmes, le seuil des marchés ne nous permettait plus d'avoir des possibilités de variantes. Et enfin, la valorisation, donc, qui est d'autant plus valable dans des projets de grande ampleur, mais c'est la médiatisation, les publications, les retours d'expérience, les publications sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le plan idéal. Nous, on a mis une grande partie de ces étapes-là en place pour pouvoir engager l'AMO. Et ensuite, on a recommencé le chemin, mais cette fois-ci avec l'AMO, au sujet des restaurations. Donc, au musée zoologique, nous avons publié notre marché et nous avons eu une seule réponse, celle du groupement des restauratrices CWD. Et donc, au niveau des acteurs, on avait déjà défini avant qui faisait quoi, mais l'arrivée de l'AMO a permis de préciser beaucoup ses rôles et d'aller un peu plus loin, on va dire, dans le planning pour anticiper un peu plus où est-ce qu'on aurait besoin de monde et voir un peu plus ce qui nous attendra.
Pour l'analyse des besoins, de la même manière, c'était établi bien évidemment au préalable, mais l'AMO nous a permis de préciser les objectifs et les besoins. Et ensuite, elles se sont chargées du bilan sanitaire et des propositions de traitement. Donc, elles ont défini le cahier des charges, les estimations financières des restaurations, les plannings prévisionnels. Puis après, ce travail-là a été relu en interne pour prioriser et préciser les niveaux de restauration. Donc c'est à peu près 2 mois pour 2 personnes sur un tableau de 1800 lignes sur 67 colonnes. C'était génial, un super été. Donc on peut avoir recours à une AMO qui ne connaît pas ou peu nos problématiques, qui sont spécifiques. Il y a un point de vigilance à avoir, c'est de ne pas griller ses cartes. Par exemple, dans un chantier de restauration où il y a peu de spécialistes, il faut éviter de monopoliser trop de personnes sur la phase préparatoire parce que ça peut provoquer des conflits d'intérêts par la suite. Donc il y a plusieurs solutions possibles. On peut exiger qu'il y ait un seul spécialiste qui fasse partie du groupement, par exemple, ou bien que les membres de l'AMO se fassent former à nos problématiques dès le début de la phase préparatoire, afin de pouvoir avancer sans spécialiste par la suite. Et donc ensuite, on arrive à la phase de programmation. Donc nous, on a fait rédiger par l'AMO les publications des marchés. Donc il s'agit de 7 lots de restauration distincts, avec chacun leur spécificité. Donc on avait, selon les niveaux d'intervention, les urgences d'opération, les typologies d'objets, le soclage, les espaces de traitement et d'autres facteurs. Le conservateur Samuel et moi-même avons présenté les dossiers en CSR par lot à chaque fois. Les allocations du financement chez nous ont été faites par la ville de Strasbourg, l'État et le mécénat. Et les procédures de marché public, en soi, sont beaucoup de réunions et surtout des va-et-vient de mails entre le musée zoologique, l'AMO et la cellule des marchés de la ville. Pour les délais de réalisation, on a fait une synchronisation des calendriers des différents acteurs, donc restaurateurs, socleurs, musée zoologique, et à cela s'ajoutent les acteurs du bâtiment lui-même qui est rénové par l'université, et où quand il y a des spécimens à restaurer sur place, ça ajoute toute une complexité en plus par rapport au calendrier. Et enfin, la réception des travaux de restauration se font en partie par l'AMO, et principalement par la responsable des collections du musée zoologique, Elisabeth Ludfrolob. Donc ici, par exemple, on a eu une redéfinition des tâches, parce que normalement, je devais le faire, sauf qu'on a eu un des lots de restauration qui était infructueux, qui était très volumineux, et donc ma quantité de travail a... Je n'ai même pas le mot pour dire, je suis passée de 300 spécimens à 800, mais sur les 500 autres, qui avaient beaucoup plus de travail. Donc du coup, j'ai formé la responsable des collections pour qu'elle puisse prendre le relais là-dessus. Donc ça demande un peu de flexibilité, il faut s'adapter, il y a toujours des aléas, on ne s'y attend pas, et il faut rebondir. Et ensuite, on est passé à la phase de réalisation. Donc on a eu la publication des marchés de restauration. L'AMO et le MZ ont étudié les candidatures et analysé les offres selon des critères préétablis que je vous ai remis ici. Ils sont différents cette fois-ci que pour l'AMO, parce que pour la restauration, on a décidé de mettre 40% de la note pour le prix au lieu des 60 précédents, et en augmentant la notation sur la valeur technique, donc avec le calendrier d'exécution, c'est-à-dire le planning prévisionnel, l'optimisation, les moyens mis en œuvre pour y parvenir. On avait 2 phases sur les moyens humains, donc la composition de l'équipe et l'organisation interne, c'est-à-dire ont-ils eu des organisations comparables, des chantiers similaires, les CV eux-mêmes, et l'organisation interne et externe de l'équipe, leur communication, etc. La méthodologie d'intervention, s'agissait d'avoir des précisions et de la clarté sur la méthodologie, soit spécimen par spécimen pour les lots qui appelaient un tel détail, soit par grand principe d'intervention pour les lots les plus importants. Et enfin, les moyens techniques, qui sont donc les dimensionnements des moyens techniques eux-mêmes au regard des besoins, notamment des ateliers, et l'engagement sur le plan de l'hygiène et de la sécurité. Et la valorisation, pour finir, qui se fait un peu par tous. Et c'est un chantier qui
attise beaucoup la curiosité. Donc pour nous, c'est assez facile de communiquer dessus. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui prend plus de temps que ce qu'on s'imagine au début. Donc c'est toujours encore un petit peu plus de choses à se répartir pour se faciliter le travail. Et donc, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de choses auxquelles penser, à anticiper, à préparer, qu'il faut énormément de monde dans un tel projet, et donc beaucoup de coordination pour que chacun puisse communiquer facilement avec les autres et qu'on sache où tout le monde en est, donc des réunions régulières aussi. Le recours à une AMO a permis de mettre à plat tous ces différents aspects, tous ces différents dossiers en lien avec le chantier, afin d'avoir un projet cohérent et facilité. Il y a toujours des aléas, et l'AMO nous a permis d'en éliminer un certain nombre dès leur arrivée, donc ce qui n'est pas négligeable, et notamment, par exemple, ne pas nous faire avoir par le timing. Parce qu'il y a toujours des choses, on se dit c'est bon, on a le temps, c'est bon, on a le temps, et puis un jour c'est pour demain, et on n'a plus le temps. Donc l'AMO a permis de nous recadrer un peu là-dessus. Et un projet de cette ampleur-là, c'est d'une complexité administrative qui est non négligeable, surtout pour nous, en tout cas moi, qui ne sommes pas des administratifs. Donc il faut réussir dès le début à définir des critères objectifs pour sélectionner les candidats et pour pouvoir faire une analyse plus facilement, on va dire. Et dans notre cas, une fois que l'AMO a été sélectionnée, c'est elle qui a beaucoup pris le relais sur une grande part de l'administratif, notamment la rédaction des marchés, l'analyse des réponses, parce que ça a été un gros morceau. Et l'AMO a permis de révéler des complications, des choses non anticipées, mais qui a priori auraient été bien pires si elles n'avaient pas été là. Et donc, pour finir, travailler avec une AMO permet certes un gain de temps. Au musée zoologique, ils ont multiplié le nombre de restauratrices par 8, c'est pas négligeable. Et enfin, notamment, ça permet de gagner en expertise parce que, notamment 8 personnes avec des spécialités différentes, et donc plus d'expertise, plus de connaissances variées et donc facilitantes pour monter un dossier de cette ampleur-là. Je vous remercie et je suis désolée, c'est pas très fun comme sujet. C'est un peu dense, quoi. Merci, mais en même temps, c'est nécessaire et une étape quasi obligée de nos jours. Donc, merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je vais en profiter, alors, comme j'ai le micro, le temps que le micro circule. Comme tu l'as dit, donc là, c'est Musée zoologique de Strasbourg, l'université qui a un projet parallèle et convergent, à des collections de géologie par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et aussi, on fait une démarche similaire d'AMO pour les accompagner, parce que je me dis par rapport à tout ce qu'on a pu nous présenter depuis ce matin avec des collections plus ou moins dégradées, s'ils ont eu une démarche parallèle ou similaire. Alors, au musée zoologique, on n'a vraiment que des collections de zoologie. Il y a la galerie, donc côté université, il y a une galerie de minéralo, une galerie de bota et une galerie de paléonto. Qui sont toutes les trois bien individualisées. Et alors, pour l'instant, ils sont en chantier puisqu'ils ont dû déménager 2 fois et là, ils sont encore mis dehors parce que le nouveau bâtiment est encore rénové. On se décale petit à petit. À ma connaissance, ils n'ont pas encore lancé d'AMO. Je ne sais pas s'ils le feront parce que pour le coup, ils sont beaucoup moins nombreux à travailler sur ces collections-là. Donc, est-ce qu'ils vont le faire ? Je ne sais pas. J'ai vu une main se lever, non, me semble-t-il. Tout le monde s'est dit que ça serait chouette d'avoir une AMO, mais ça a l'air quand même bien compliqué. Donc, peut-être une deuxième. Dans les critères que tu as présentés, ce qui est aussi très, on va dire, une demande aujourd'hui, c'est aussi d'avoir des critères en termes de responsabilité sociale et environnementale. Oui. Et je me demandais, sur un AMO, un marché comme ça très spécifique, c'est quelque chose que vous réussissez à introduire ou c'est pas dans les démarches que proposent les restauratrices ou je me demandais si c'était intégrable. C'est un des facteurs auxquels nous, on n'avait pas du tout pensé au préalable. Et c'est la ville de Strasbourg qui, en plus, est une mairie écologiste, nous a dit il y a des critères d'écologie, quoi. Et donc, on s'est dit, mais comment on met ça en application ? Et alors, pour l'AMO chantier, comme elles n'interviennent pas, ça s'est notamment fait par rapport au déplacement.
où elles ont beaucoup mutualisé les déplacements sur des périodes courtes, des périodes plus longues, pardon, pour essayer de moins se déplacer, de faire que des déplacements en train notamment. Par exemple, pour les suivis de restauration, elle s'occupe de ce qui est à suivre en atelier à Paris. Et nous, ce qui est en atelier chez nous, on le fait chez nous. Et il y a eu peut-être 1 ou 2 fois où on a dû venir, mais la plupart du temps, elle s'occupe de ce qu'il y a à faire ici. Et pour la partie restauration, quand on nous a parlé d'utiliser des produits plus écologiques, etc., bon, bah là, on s'est toutes crispées. Mais par contre, on a pu jouer là-dessus sur, pareil, les déplacements et le recyclage des déchets. Déjà, je remercie tous les membres de la communauté Géocollection qui sont ici, qui verront les vidéos un petit peu plus tard, d'avoir joué le jeu pour la toute première fois. Vraiment, c'était un essai. C'était un essai et on se rend compte on a transformé quand même l'essai. C'est pas trop mal, on est ravis. On vous remercie tous d'être venus et d'être restés jusqu'au bout. Et je rebondirai sur ce qu'a dit Amélie tout à l'heure, sur les étudiants, sur les spécialités. Pourquoi ne pas envisager justement d'essayer de développer de plus en plus des collaborations entre notre communauté qui rencontre ce genre de problème et des jeunes gens qui peut-être proposer des sujets, des œuvres, entre guillemets. Alors, je ne trahirai pas un secret d'État en disant que c'est quelque chose qu'on discute déjà avec quelqu'un qui n'est pas là, mais qui me verra en vidéo. C'est quelque chose qu'on discute pour un spécimen d'insectes fossiles qui a été soumis à la commission de prélèvement et de restauration de paléontologie, et pour lequel on s'est dit on va faire des tests, et on est en pleine réflexion de se dire les tests, on peut peut-être profiter pour tester des tests, et une des possibilités c'est de solliciter l'INP. Alors essayons peut-être de filer la métaphore. Alors nous on essaie, mais c'est peut-être une porte ouverte à vous aussi, et peut-être qu'on en parlera à la journée 2. Oui, alors de fait, je peux quand même vous dire quelque chose, c'est que l'INP tous les ans organise un chantier des collections commun aux élèves restaurateurs, conservateurs et régisseurs de l'école du Louvre, et que précisément il y a des conservateurs PSTN dans ces conservateurs, donc de fait on pourrait un jour envisager d'en faire un dans une collection d'universités ou de muséums sur les sciences de la Terre. Pourquoi pas, au contraire, ce sera un exercice grandeur nature d'une adaptation dans une institution qui n'a pas nécessairement l'habitude de travailler avec cette méthodologie, et c'est important pour nos étudiants, en tout cas pour les étudiants restaurateurs, qu'en sortant après cette solide formation, mais où ils ont bénéficié de conditions idéales, de découvrir la vraie vie et de pouvoir faire des propositions qui soient soutenables pour tout le monde en fait. D'accord, on prend rendez-vous. Damien ? Je rebondis sur ce qu'a dit Marie-Béatrice. Du coup, on a appris pas mal de choses et ça me pose aussi plein de questions. Donc, il y a un point sur lequel on peut revenir. Je voulais ouvrir le... Qu'est-ce que tu cherches ? C'est qu'on peut peut-être discuter du potentiel sujet, des potentiels sujets de la prochaine journée. C'est la dernière diapo. Donc, je ne sais pas si on peut... Si vous avez des avis par rapport à toute cette liste qui est assez longue, pour sélectionner quelques sujets qui pourraient être les plus importants à traiter dans l'immédiat, on va dire. Soit maintenant, soit vous prenez le temps d'y réfléchir et vous lancez une discussion sur géocollection. Anne ? Il me semble que la question qui a été abordée juste avant, c'est-à-dire le tri, la question, la sempiternelle question du tri en archéo et en muséum est avec tout l'aspect propriété, statut, procédure, est quelque chose d'intéressant, je trouve. Parce que c'est quelque chose... ça coûte en plus la conservation. Ouais. C'est un dialogue qu'on a avec le ministère de la Culture, donc MESR, le ministère de la Culture, parce que
autour de ces collections avec sur la notion. Alors tu disais tri. Nous on a, en tout cas on encourage à une réflexion et on est prêt à l'accompagner aussi sur. Je reviens sur législation, acquisition, propriété, transfert de propriété. Sur cette notion, on va dire un peu de discipline liée à la collecte et de prendre le démarrage parce qu'on a eu des sollicitations sur les météorites et il nous semble qu'il y a des points communs. En tout cas, il y a des trous dans la législation ou des absences, ou en tout cas ça demande un travail de coordination, de compilation compliqué. Et nous, on a encouragé à ce que cette réflexion sur les météorites soit ouverte à des questions en minéralogie, en géologie, en paléontologie. Et voilà, nous, c'est une piste qu'on pousse à investiguer et on est là en appui, en tout cas pour accompagner sur ces points. Et effectivement, la question, on va dire en bout de chaîne du tri, mais qui découle aussi beaucoup. Je repense à la collègue de Saclay qui avait aussi cette question de statut. Je pense qu'elle n'est peut-être pas prioritaire dans vos problématiques de gestion, mais en tout cas, c'est une vraie piste. Et si on peut vous accompagner, on le fera. J'inclus le ministère de la Culture, service des musées de France. La radioactivité dans les collections, c'est une question transversale. Enfin, c'est un problème transversal qui a été, comme vous pouvez le voir là, qui a été soumis au questionnaire 4 fois à peu près. On a 4 questions de sécurité, c'était quasiment 4 questions qui touchaient à la radioactivité. Donc ça aussi, c'est quelque chose que Damien note, je vois là sur ma droite, il note de façon très précise. On a pas mal de personnes qui ont déjà eu ces problèmes à traiter, donc là on aura des intervenants. Oui. Aude ? Je rebondis sur la radioactivité parce qu'au-delà de la radioactivité qui peut être, on va dire, liée à la géographie dans laquelle on est, il y a la radioactivité des échantillons, mais il y a aussi tous les produits dangereux auxquels on est confronté et que quelque part on découvre en fonction de notre typologie de collection selon les muséums dans lesquels on est, parce qu'il y a des muséums qui sont plus axés animaux naturalisés, d'autres plus géologie, d'autres plus herbiers, etc. Donc, au gré de notre carrière, on est confronté à des problématiques différentes. Et donc, je l'ai justement mentionné à Laure Danilo dans le cadre de la CPMF, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, comme on disait, de tous repartir de zéro quand on arrive quelque part en s'interrogeant les uns les autres sur le mercure dans les herbiers, le créosote, l'arsenic, etc. Et c'est vrai qu'on est en recherche de documentation, de procédures légales aussi, de protection des agents. Et au final, on se sent un petit peu seul et un petit peu démuni. Et on sait que les lois aujourd'hui sur la protection des personnels deviennent de plus en plus contraignantes et au final on n'a pas toutes ces infos et je pense qu'il y a de quoi faire, mais à mon avis plus d'une journée là-dessus et plein de petites fiches aussi sur les procédures, comment se protéger, le type de pays, etc. Selon sur quoi on travaille. D'accord, ça c'est noté, on a compris le message des petites fiches, mais c'est vraiment en réflexion. Stéphane ? J'ai vu Stéphane, j'ouvre là-bas au fond. Sachant qu'on n'a pas pris sa question. Ah oui, il accumule 10 questions. Tu as 10 questions depuis le début parce qu'on a déjà... Non, c'était pour rebondir déjà d'une part sur effectivement l'aspect radio pro et toutes ces problématiques-là. Je pense qu'on est déjà pas mal d'institutions à avoir traité ces questions-là. Je pense le muséum, on n'en parle même pas. Nous, on est en plein dedans. Et justement, on avait une réflexion avec notamment les collègues de la partie géol pour la radio pro, essayer de mettre en commun nos expériences et la partager avec les collègues, bien sûr, essayer d'éditer quelque chose. Mais déjà, on a déjà des choses avec des publics qui existent, de la doc qu'on a, et le portail des collections pourrait se prêter tout à fait au fait qu'on puisse basculer ce qu'on a déjà par thématique, et pour mettre déjà en commun ce qu'on a, en attendant qu'on ait formalisé quelque chose d'un peu plus structuré. Donc voilà, ça c'était une première chose. Et il y a une autre chose qui moi me semble intéressant aussi, on avait pas mal de choses sur les conditionnements, les différentes choses. Le plastique c'est fantastique, mais si on peut s'en passer c'est pas mal.
Donc le carton, c'est bien, mais il y a de la cellulose dedans qui peut poser problème. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Donc ça peut être des questions pas mal. Est-ce qu'on doit remplacer les sacs micro-grippe par des boîtes cartonnées? Quelles sont les problématiques derrière? Je pense que c'est des choses très... Là, pour le coup, on est vraiment dans le terre-à-terre et le travail quotidien, je pense, qui nous concerne tous ou nos équipes. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. L'aspect vraiment purement technique. Qu'est-ce qu'on fait? Mais purement pratique, ça, on est tout à fait d'accord que c'est ce dont on a tous besoin et ce dont on a tous envie. Et mesdames, on réagit, elles ont un deuxième PowerPoint pour répondre à ta question. Pardon, mais je réagis juste à la petite phrase, parce que ça fait 2 fois que l'on entend, la cellulose, c'est pas bon. Les nitrates de cellulose, ok. La cellulose elle-même, elle peut très très bien se conserver. On a j'ai eu l'expérience de croiser des papiers archéologiques qui dataient de Jésus-Christ et qui étaient nickel conservés de façon parfaite. Donc la cellulose elle-même, elle se conserve bien. Le problème de la cellulose, c'est lorsqu'elle vient d'une plante où il y a de la lignine, où il y a d'autres choses autour, et effectivement, elle peut être sensible à des phénomènes d'altération, et ces phénomènes engendrent... Voilà. Mais la cellulose elle-même, il ne faut pas trop tirer dessus, quoi, quelque part. Ce n'est pas nécessairement un mauvais matériau. Alors, peut-être que pour ces questions de matériaux de conditionnement, de conservation préventive, une ressource intéressante pour votre portail, c'est peut-être les formations de l'INP en formation continue qui sont dédiées. Parce que, par exemple, il y a une formation sur, ça s'appelle les métaux dans la boîte. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce qu'il y a dedans. Et c'est exactement cette question des microconditionnements. Il y a une séance de formation sur les nouveaux matériaux d'emballage. Enfin, je pense que voilà, en conservation préventive sur les autres typologies de collection, il y a beaucoup de réflexions qui a déjà été faites et qui existent par ailleurs et qui pourraient être aussi réunies. Effectivement, c'est intéressant de collecter ce qui existe déjà pour pouvoir compléter après avec vos problématiques vraiment spécifiques. Donc on note que ce qui va centraliser beaucoup de choses, ce sera le site internet dont Damien a reçu les codes hier. Donc on va commencer à thésauriser, oui on avance, on va commencer à thésauriser un petit peu, rassembler par thématique de la littérature, des liens importants pour des formations ou des liens même de vidéos qu'on mettra sur le site internet comme une première étape vers quelque chose que peut-être on ajustera à des cas vraiment spécifiques qu'on rencontre et qu'on évoque dans nos collections. Donc c'est la première étape, c'est ce qui vient. D'accord ? Oui, impeccable. D'accord. On s'est engagé. Bon, on est en train de tous vous perdre. Merci Damien Olivier. Donc, on clôt la journée, si c'est bon pour vous. Et on vous remercie encore d'avoir participé. Oui, merci d'être venu, c'est